Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Lightning Network et d'une vulnérabilité qui a été révélée sur ce réseau et qui s'appelle Replacement Cycling Attack. Alors qu'est-ce que ça veut dire que tout cela ? Eh bien on va essayer de le voir, mais avant tout on va aller directement à la conclusion parce que c'est peut-être ça qui vous intéresse, peut-être que vous vous inquiétez un petit peu par rapport à Lightning Network et on va voir que pour l'instant, il y a une réelle vulnérabilité, mais c'est pas si grave que ça. Et pour comprendre que c'est pas si grave que ça, il faut aller un petit peu creuser les détails. Ce qu'on va faire, tout en restant le plus vulgarisé possible, histoire d'être accessible à des gens qui sont pas ingénieurs en informatique, si possible. En voyons ce qui se passe. Eh bien déjà, première conclusion, première affirmation, personne, je dis bien personne, n'a dit « j'ai été victime de cette attaque ». Personne n'a été victime de cette attaque, donc c'est déjà un premier point sympa. Deuxièmement, cette attaque ne concerne pas les utilisateurs finaux. C'est-à-dire que si je décide d'envoyer de l'argent à quelqu'un, je n'ai pas, via Lightning Network, je n'ai pas du tout la possibilité de me faire voler cet argent et la personne qui reçoit les fonds non plus. Personnes qui éventuellement peuvent être victimes de cette attaque, c'est les intermédiaires entre la personne qui envoie et la personne qui reçoit. Donc si jamais vous utilisez le Lightning Network avec votre boulangère, ni vous ni votre boulangère n'êtes en danger, c'est déjà pas mal. Troisièmement, disons qu'avec les frais actuels qui sont pratiqués sur la blockchain Bitcoin, cette attaque n'est tout simplement pas possible. Quatrièmement, les conditions de possibilité pour réaliser cette attaque sont très difficiles à atteindre. C'est pas une attaque qui est facile à faire. Elle est possible, mais elle est très difficile à réaliser, vous allez le voir. Il faut énormément de compétences techniques et de connaissances techniques d'une part, et sur la personne qu'on attaque aussi en particulier. Donc ça fait beaucoup de si. Par contre, c'est une attaque qui n'est pas très chère à réaliser. Il ne faut pas énormément de fric pour pouvoir réaliser cette attaque. Il faut énormément de connaissances techniques et de connaissances sur la personne qu'on cible. Et enfin, dernier point, cette attaque est connue depuis un assez long moment, c'est-à-dire depuis cet hiver, depuis quelques mois maintenant, mais quasiment un an si ça se trouve, mais elle n'avait pas fait grand bruit. La raison pour laquelle elle fait grand bruit, c'est parce qu'un développeur assez connu, français il me semble, de la communauté Lightning Network, claque la porte, et en claquant la porte, parce qu'il n'a plus envie de travailler sur tout ça, parce que ça lui paraît pas assez, ça ne convient pas à ses désirs, eh bien, il on va dire, met la lumière sur cette attaque, et donc du coup, eh bien, ça a remonté. Peut-être que sa manière de claquer la porte, justement, aura au moins permis cela, ce qui est peut-être une bonne chose. Alors moi, je détiens toutes ces informations grâce à deux sources. La source déjà de ce tweetos là qui a bien buzzé parce qu'il a bien expliqué ce qui se passait, mais je crois pas que ça soit très accessible pour l'ensemble des mortels. Vous voyez, 466 000 vues sur son tweet, c'est super. Et surtout, il y a le Spacecake 43, où vous avez Pantamis qui va essayer de le vulgariser avec des mots plus compréhensibles pour l'ensemble des mortels. Et moi, je vais essayer de vulgariser la vulgarisation de Pantamis afin que des gens non techniques puissent suivre, comprendre les tenants et les aboutissants de cette phase de hacking. Ok ? Donc, c'est parti. Alors, malheureusement, pour pouvoir comprendre cela, il va falloir faire un bref rappel sur comment Bitcoin ça marche, un bref rappel sur comment Lightning Network ça marche,
Et à partir de là, on aura toutes les clés en main pour comprendre l'art subtil du hacking de cette attaque en particulier. On va savoir ce qui se passe dans la tête de ce personnage mystérieux qui a une capuche. Et donc, du coup, c'est parti. La blockchain Bitcoin. Alors, la blockchain Bitcoin, vous le savez, c'est voilà, des blocs qui sont liés entre eux de manière cryptographique, et toutes les 10 minutes, il y a un nouveau bloc avec des transactions à l'intérieur. Ce qui est important de comprendre, c'est comment les mineurs font pour sélectionner ces transactions. Eh bien, il y a un système d'enchères, et plus une transaction est intéressante, plus une transaction a enchéri plus d'argent que les autres, et plus elle va passer en priorité à l'intérieur du prochain bloc. Vous voyez là le bloc, chaque petit carré, ça représente une transaction qui éventuellement sera ajoutée dans le prochain bloc, et c'est l'état courant de l'enchère. Et vous voyez que petit à petit, il y a des gens qui surenchérissent, et donc du coup, petit à petit, les carrés bougent là, c'est parce qu'il y a certaines transactions qui n'ont plus assez d'argent pour participer à l'enchère du prochain bloc, et il y en a des nouvelles qui, elles, ont suffisamment d'argent pour participer à l'enchère du prochain bloc, et donc du coup, sont rajoutées dans le bloc d'après. Et alors, à chaque fois qu'il y a un nouveau bloc, eh bien, les transactions, l'enchère, n'a pas atteint le même niveau, si vous voulez. Là, par exemple, vous voyez qu'il y a quelques blocs, c'était 16 Satoshi, puis le bloc d'après, c'était 2 Satoshi uniquement pour pouvoir atteindre 2 Satoshi par unité de taille de transaction, hein, ce qu'on appelle SAT par V-byte. Et donc, vous voyez, dans ce bloc-là, il fallait environ 10 centimes de dollars pour pouvoir passer sa transaction dans un bloc, 10 centimes de dollars pour une transaction à peu près classique, on va dire. Pour une grosse transaction, c'est plus pour... ouais. Dans ce bloc-là, à 16 Satoshi, là, c'était plutôt 78 centimes. Donc, effectivement, dans ce bloc-là, si vous mettiez $1 pour votre transaction, boum, ça passait tranquille. Vous voyez ? Dans celle-là, si vous mettiez 15 centimes, boum, vous étiez sûr de passer, évidemment. Voilà. Donc, selon les blocs, ce prix fluctue, et vous avez un graphique au cours du temps, ici, qui vous permet de voir ce qui s'est passé, par exemple, dans les 6 derniers mois, et même dans l'année qui vient de s'écouler, et même dans les 4 dernières années qui vont de s'écouler. Vous voyez que la plupart du temps, il n'y a pas des surenchères débiles, mais vous voyez que dernièrement, depuis 1 an environ, il y a eu beaucoup de surenchères, et ces surenchères, elles ont été dues à Ordinal et à BRC20, et donc du coup, ça a rempli ce qu'on appelle la même pool de transactions plus coûteuses, et donc du coup ça a augmenté les frais sur la blockchain, les frais moyens sur la blockchain. Alors, en ce moment, vous le voyez, les frais sur la blockchain, 2 Satoshi par V-byte, si vous avez la patience d'attendre quelques blocs, c'est très peu. Et c'est le fait que de temps en temps il y ait des blocs comme ça à 2 Satoshi par V-byte qui font que l'attaque dont on parle sur le Lightning Network n'est pas vraiment possible en ce moment. Il faut le savoir. Par contre, effectivement, quand on était, par là, vous voyez, ou par là, ou même par là, si ça se trouve, là, c'était possible. Et encore, là, c'est même peut-être pas suffisamment élevé. Bon, bref. Ce qui compte, c'est pas la taille du truc, hein, c'est la couleur. Hein. Plus la couleur est proche du tableau de vous voyez, il y a un tableau là, je sais pas, vous allez peut-être pas pouvoir le voir. Ouais, voilà. Vous voyez le tableau au-dessus de ma tête là. Plus on est dans les couleurs élevées, et plus il y a de trucs. Donc c'est pas. Ouais. Bon, bref, peu importe. Pas me perdre dans les détails, mais ça c'est absolument capital pour comprendre l'attaque. Donc gardez-le en tête. Maintenant, il faut il faut essayer de vulgariser un petit peu le Lightning Network pour comprendre comment ça marche, sinon on ne peut pas comprendre comment on le pirate. Donc comment ça marche? Très simplement,
entre vous et moi, ou entre Bob et Alice. Mettons, Bob est à gauche sur ce schéma, Alice est à droite, et Bob a envie de créer un canal de paiement Lightning Network avec Alice. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre par exemple un Bitcoin et il va le bloquer dans un contrat. Un contrat, une sorte de smart contract. Donc, en fait, c'est une transaction Bitcoin un peu spéciale qui est bloquée, on va dire, sur la blockchain, permettre à Alice d'être sûre que Bob ne va pas partir avec la caisse sans qu'elle soit au courant. Et donc du coup, Bob va bloquer un Bitcoin et Alice va être à l'intérieur de cette transaction sans avoir à y avoir, on va dire, en étant un petit peu comme quelqu'un qui recevrait des fonds, c'est-à-dire qu'elle n'a rien à faire pour cela, bien sûr. Ok. Et donc du coup, Alice ensuite voit sur la blockchain, qu'effectivement Bob a dans ce bloc-là, mettons, dans ce bloc-là, il y a une des transactions ici qui représente l'ouverture de ce canal entre Bob et Alice. Bob a bloqué un Bitcoin. Et Alice, potentiellement, sous certaines conditions, va le recevoir ou pas. Et alors, quelles sont ces conditions? Eh bien, ces conditions, ça va être ce qui va permettre à Bob et Alice d'échanger de l'argent sans interagir plus du tout avec la blockchain Bitcoin. Ils vont s'échanger, si vous voulez, des preuves de paiement. On peut appeler ça des pré-images. Et ils vont s'échanger ces pré-images et en se les échangeant, eh bien, ils vont mettre à jour le canal de paiement. Quand ils créent le canal de paiement, il y a un Bitcoin du côté de Bob, 0 Bitcoin du côté d'Alice. Et en s'échangeant des pré-images, eh bien, ils vont modifier, si vous voulez, la balance des paiements entre Bob et Alice. Par exemple, Bob va envoyer une pré-image à Alice qui va permettre à Alice de diffuser sur la blockchain un nouvel état de ce canal de paiement où il y aura 0,9 du côté de Bob et 0,1 du côté de Alice. Donc en envoyant cette pré-image à Alice, Bob, quelque part, donne 0,1 Bitcoin, enfin paye plus exactement 0,1 Bitcoin à Alice, parce que Alice lui a, je sais pas moi, vendu un truc qui vaut 0,1 Bitcoin. Et donc du coup, Alice peut se considérer comme payée simplement par le fait qu'elle possède cette pré-image. Elle n'a pas vraiment besoin de la diffuser sur la blockchain principale. Il lui suffit de la diffuser à n'importe quel moment pour pouvoir récupérer ses fonds. Donc, tant que tout va bien, il n'y a pas de raison de la diffuser. Si ni Bob ni Alice ont besoin de récupérer directement leurs fonds sur la chaîne principale, ils peuvent laisser ce canal indéfiniment et Bob peut continuer de payer Alice en lui envoyant des pré-images, 0,1 Bitcoin par-ci, 0,2 Bitcoin par-là, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Bitcoin de son côté. Alice, pareillement, une fois qu'elle a reçu des Bitcoins de Bob, une fois qu'elle a des Bitcoins de son côté du canal, peut en rendre à Bob en lui envoyant une pré-image de la même manière. Et de cette manière, eh bien, ils mettent à jour le canal, ils peuvent se faire des paiements infiniment de cette manière. Vous voyez que c'est très pratique puisque ça permet, simplement en s'envoyant des messages WhatsApp, un peu comme des messages WhatsApp, de se payer, et c'est gratuit, il n'y a pas besoin de payer des frais de transaction, et c'est instantané. Ça, c'est quand même formidable. Vous voyez ? Donc, ça permet de se faire des paiements en Bitcoin de manière absolument sécurisée, gratuite, et instantané. Et il se trouve que ce canal de paiement, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de replacement cycling attack, ça continue de fonctionner à merveille. Maintenant, dans Lightning Network, il y a network. Network, ça veut dire réseau. Là, je vous ai parlé d'un payment channel. Payment channel, c'est pas un réseau. Pour que ce soit un réseau, il faut qu'il y ait effectivement ce genre de structure, vous voyez. Et donc, du coup, ce genre de structure, dans ce genre de structure, Bob, ce serait par exemple le numéro 4, et Alice, ce serait le numéro 5.
Mais mettons que Alice, elle soit connectée avec une autre personne qui s'appelle Jean-Jacques. Jean-Jacques lui-même est connecté avec une autre personne, Marcel, et Marcel lui-même est connecté avec une autre personne, mettons Robert. Maintenant, mettons que Bob et Robert, mais Bob et Robert, c'est mal choisi comme nom parce que c'est un peu... Bon, mettons que le numéro 8, il s'appelle, François. François et Bob veulent s'envoyer de l'argent, et ben qu'est-ce qui va se passer ? Bob va envoyer de l'argent à Alice, et Alice va envoyer de l'argent au numéro 6, dont j'ai oublié le nom. Et donc du coup, pour elle, c'est une opération neutre. Mais entre-temps, elle va garder des petits satoshi, des petits frais, parce qu'elle rend service. Elle sert de nœud de routage dans le réseau, et étant donné qu'elle rend service, elle prend une petite commission vraiment de quelques satoshi, là, donc des dixièmes, des millièmes de centimes au passage, pour avoir rendu ce service de transférer des fonds d'un canal à l'autre, parce que créer un canal, ça coûte de l'argent. Déjà, ça coûte de l'argent de diffuser la création de ce canal sur la blockchain, mais en plus de ça, faut bloquer des fonds, etc. Bref, c'est normal de la rétribuer pour ce service. Il faut faire tourner un PC 24 heures sur 24 qui fait tout un tas d'opérations. Bref, elle est rémunérée pour ce service. Il n'y a pas de problème, c'est des frais tellement faibles que, honnêtement, Bob en a rien à faire de les payer. Je vous dis, c'est pas des frais de 10 centimes par transaction, là, c'est des millièmes de centimes que vous payez, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, elle va donc du coup recevoir de l'argent de Bob, puis l'envoyer à celui d'après. Et donc du coup, pour elle, c'est une opération neutre, elle garde les centimes au passage. Pour lui, là, le numéro 6, c'est pareil, il va recevoir une transaction puis envoyer, donc c'est neutre et il garde quelques centimes. 7, c'est pareil, 7, il reçoit une transaction d'une part et envoie d'autre part au destinataire final, pour lui c'est neutre, et il garde quelques centimes au passage, et c'est très cool. Alors 7, on va l'appeler Pigeon, parce que c'est lui qui va se faire pigeonner. Et François, malheureusement, c'est l'attaquant. C'est l'attaquant qui est, on va dire, en cheville avec numéro 4, ou pas d'ailleurs, mais bon, on se doute qu'ils sont quand même en cheville. Et donc du coup, d'ailleurs, numéro 4 et numéro 8, Bob et François, c'est peut-être la même personne. Et donc du coup, ils ciblent peut-être numéro 7 pour le racketter, les escrocs. Et donc du coup, la seule personne qui est à risque dans ce réseau, à risque de Replacement Cycling Attack, c'est numéro 7, c'est Pigeon. Donc Pigeon, il reçoit un paiement de numéro 6 et il l'envoie à François. Et donc du coup, François, il est censé, comme on l'a vu ici, ils sont censés s'échanger des pré-images pour mettre à jour le canal. Le problème, si vous voulez, c'est que à la base, dans le Lightning Network, on n'est pas du tout sûr qu'une personne ne va pas tout à coup se déconnecter et disparaître de la surface de la planète, opérer de manière un peu malveillante. Bref, on a une solution de secours au cas où François ne redonne pas la pré-image, et donc du coup, pour ne pas avoir reçu de l'argent puis dépensé de l'argent, mais sauf que si vous dépensez cet argent et que cet argent finalement ne vous revient pas parce que 8 ne collabore pas, vous n'allez pas recevoir l'argent de numéro 6 et vous allez dépenser de l'argent envers numéro 8. Et donc du coup, vous faire voler votre argent. Et c'est ça le but de la Replacement Cycling Attack. Alors comment ça se passe ? Eh bien 8 ne va jamais donner la préimage à 7, ce qui fait que 7 ne va jamais recevoir l'argent. 7, du coup, ne va pas pouvoir donner l'argent à 6, ne va pas pouvoir rendre la préimage à 6, donc 6 ne va jamais lui envoyer l'argent. Pareil entre 6 et 5, pareil entre 5 et 4, et donc du coup 4
ne va pas dépenser de l'argent. 8 va recevoir de l'argent de 7, si vous voulez. Mais, et donc du coup, 7 va activer la procédure d'urgence dans ces cas-là. La procédure d'urgence dans ces cas-là, c'est quoi ? C'est diffuser le dernier état connu qu'il y avait de son paiement channel entre lui et numéro 8, entre François et Pigeon. Pigeon avait un état de la blockchain, du payment channel qui était connu. Il va le diffuser sur la blockchain et ne pas se faire pigeonner. Malheureusement, c'est là où 8 a une astuce pour voler l'argent de Pigeon. François a une astuce pour voler l'argent de Pigeon. Et comment va-t-il faire ? Eh bien, il va annuler la transaction d'urgence de Pigeon en diffusant sur la blockchain la préimage de la transaction que Pigeon lui a envoyée. Et tout de suite après, si jamais il laissait les choses dans l'état, eh bien Pigeon pourrait récupérer cette préimage et envoyer une autre transaction d'urgence qui lui permet de récupérer tout de suite les fonds. Et parce que quand 8 diffuse cette préimage sur la blockchain, il y a un délai, si vous voulez, qui est très très long, qui est plus d'une demi-journée. 7, lui, quand il envoie sa transaction d'urgence met une demi-journée à être validée par la blockchain pour que 8 ait le temps de se retourner, on va dire. Et 8, lui, quand il diffuse la préimage sur la blockchain, ça dure plus d'une demi-journée, mettons, je sais pas moi, une journée complète, pour que 7 ait le temps d'effectivement prendre cette préimage et de dire pop, 8 a essayé d'annuler ma transaction d'urgence, et donc du coup, c'est bien moi, le possesseur de cette préimage, qui dit que non, c'est bel et bien 8 qui a essayé de m'arnaquer. Et donc, en diffusant cette préimage, donc la transaction qui essaye d'annuler, la transaction de François qui essaye d'annuler la transaction d'urgence de Pigeon, Pigeon peut se défendre, envoyer directement la préimage, et boum, il récupère l'argent tout de suite, sans délai. Et donc du coup, là, eh bien, Pigeon ne perd pas d'argent, déjà, et François non plus, d'ailleurs, puisque de toute façon, cet argent vient de Bob, et Bob et François, on le sait, c'est probablement la même personne, parce qu'ils ont essayé d'attaquer une cible qui est Pigeon. Et donc du coup, on se dit, Pigeon, il est protégé, il lui suffit de choper cette préimage sur la blockchain, de la diffuser, il récupère tout de suite ses fonds, et bonsoir Clara. Donc ça, c'est théoriquement comment c'est censé se passer. Mais c'est à ce moment-là que François a une nouvelle idée, une idée géniale. Il va aller manipuler ce qui se passe, si vous voulez, dans le remplacement des transactions à l'intérieur de la même pool. Et comment va-t-il faire ? Eh bien, cette transaction qui publie la préimage, il va tout de suite l'annuler en envoyant une autre transaction avec plus de frais de transaction pour qu'elle sorte directement de la même pool. Et cette transaction, en fait, est tout à fait banale. Elle n'a rien de particulier. Il n'y a rien dans cette transaction que Pigeon peut utiliser pour se défendre. Et donc, du coup, ne voyant rien à l'horizon pour qu'il puisse se défendre, il va republier à nouveau la première transaction d'urgence, et François va republier la préimage, puis annuler la préimage pour que Pigeon ne puisse pas l'avoir avec une transaction banale, et ils vont recommencer en fait ce cycle infiniment. Alors infiniment non, pendant une demi-journée environ, jusqu'à ce que la transaction de Pigeon soit jusqu'à ce qu'il y ait une demi-journée qui se soit écoulée et que le temps de réaction
de pigeons nécessaires pour pouvoir se retourner soit dépassé, jusqu'à ce que son délai légal, en quelque sorte, soit dépassé. Une fois que son délai légal est dépassé, zoup, il y a François qui lui a volé ses fonds. Alors, on remarque déjà deux choses. Déjà, si Pigeon chope la préimage dans la même poule, François est niqué. Enfin, son attaque ne fonctionne pas. Deuxièmement, si à chaque fois que Pigeon publie sa transaction d'urgence, les fonds, l'enchère nécessaire pour que François puisse l'annuler via sa préimage, puis re-annuler derrière avec une autre transaction, monte petit à petit. Donc peut-être qu'à la première opération, il va mettre 1 Satoshi. Puis à la transaction d'après, il va mettre 1,2 Satoshi. Puis à celle d'après, 1,5 Satoshi, etc., etc., etc. Et donc du coup, à chaque fois que Pigeon va tenter de se défendre, la possibilité pour François d'être dans la même pool sans être exécuté, mais tout en étant au-dessus de la transaction d'avant pour pouvoir remplacer quand même, ça me nuise. Et vous le voyez là, en ce moment, vous avez souvent des transactions à 2 Satoshi par V-byte. Et 2 Satoshi par V-byte, c'est très faible. Parce que si pendant toute une demi-journée, il y a une bataille entre Pigeon et François, à un moment donné, François va être obligé de mettre plus de 2 Satoshi par V-byte, et étant donné qu'il va mettre plus de 2 Satoshi par V-byte, cette transaction va être acceptée par la blockchain, et son attaque va échouer. Donc, quand les frais sont aussi faibles que en ce moment, quand c'est fréquent d'avoir des blocs à 2 Satoshi, ou même 5 Satoshi, ou même 8 Satoshi, je sais pas si 20 Satoshi ça suffit, mais vous voyez, quand c'est fréquent d'avoir des frais de transaction assez faibles comme ça, eh bien Pigeon peut retenter sa chance en boucle jusqu'à ce que finalement, malheureusement pour François, son attaque échoue. Et donc du coup, il faut déjà cette condition particulière. Deuxième condition particulière, il faut que Pigeon ne voit jamais la transaction numéro 2, c'est-à-dire la transaction avec la préimage qui annule sa transaction. Parce que s'il voit cette transaction, il va récupérer la préimage à l'intérieur, et s'il récupère la préimage à l'intérieur, il peut la diffuser sur la blockchain, et c'est la fin de l'attaque de François. Donc du coup, l'attaque a totalement échoué. Et alors vous avez envie de me dire, oui, mais cette même pool là, ces trucs, c'est quasiment un truc public sur le réseau Bitcoin, tout le monde peut y avoir accès. Comment ça se fait que François, lui là, plus exactement, comment ça se fait que Pigeon, lui là, il ne voit pas cette transaction numéro 2? Bonne question. Eh bien, il se trouve que les nœuds de routage de Lightning Network, dans le code original, ne scrutaient pas la même pool. Tout simplement. Ils regardaient que les blocs et pas la même pool. Et donc, du coup, ça permet, ou ça aurait permis à François de pigeonner Monsieur Pigeon. Ça serait quand même... c'était quand même une chose. Aujourd'hui, il est tout à fait possible d'écrire du code pour que Pigeon aille scruter la même pool et récupère effectivement cette préimage. Mais il faut l'écrire, ce code. Il ne va pas tomber du ciel, vous voyez. Donc il va falloir bosser. Je ne sais pas s'il y a des versions de nœuds de routage qui incluent déjà ces histoires de mempool, mais il y a des chances que ça arrive. Étant donné que c'est toute une demi-journée, étant donné la vitesse à laquelle l'information circule à l'intérieur du réseau Bitcoin, il y a de grandes chances que Monsieur Pigeon tombe sur cette préimage avant une demi-journée et réussisse à se défendre. Il y a une grande chance, mais c'est pas 100% garanti.
quand même une grande chance. Vous voyez ? Donc ça, c'est d'une part. Donc d'une part, il faut que Pigeon ne tombe jamais sur la préimage pendant toute une demi-journée s'il scrute la même poule. D'autre part, il faut que les frais soient suffisamment élevés. Là, en ce moment, c'est complètement mort. Et vous allez me dire, bon, du coup, on devrait réussir à régler le problème. Oui, c'est vrai, mais non, c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'y a rien qui peut vraiment le garantir, on va dire, de manière cryptographique. C'est pas une garantie aussi élevée que une transaction inscrite dans la blockchain, il y a 15 blocs. Hein. Vous voyez, c'est un modèle probabiliste, toujours un modèle probabiliste parce qu'on est quand même dans de la crypto, mais moins certain, si vous voulez. D'autre part, il y a un problème supplémentaire, et ce problème supplémentaire, c'est que le nœud de Monsieur Pigeon, le nœud qui lui sert à scruter la même poule, soit lui-même attaqué. C'est-à-dire qu'on puisse identifier, mettons, son nœud, il tourne sur la même adresse IP que son nœud Bitcoin, celui qui a la même pool, il tourne sur la même adresse IP que son nœud de routage Lightning Network. Ben là, il faut pas être Einstein quand on est Bob et quand on est François pour se dire bon bah on va essayer d'isoler ce nœud du réseau en lui envoyant plein d'informations, en le faisant bugger de l'extérieur via une autre attaque bien connue des hackers, et donc ce nœud va être incapable de savoir exactement ce qui se passe sur la même pool pendant toute une demi-journée parce qu'il va recevoir tellement d'attaques de toutes parts qu'il va pas réussir à s'en sortir, et donc du coup le temps que Pigeon parvienne à se sortir de ce bourbier sur son nœud qui contient la même pool, eh bien l'attaque de François et de Bob a des chances de fonctionner. Donc, pour se protéger, ce que Monsieur Pigeon doit faire, c'est avoir des nœuds qui ne sont pas connus de Bob et de François. Il faudrait une connexion sécurisée entre, par exemple, via un VPN ou via un autre protocole qui contient via Tor, par exemple, Onion, machin, là, et qu'il en ait peut-être 1, 2 ou 3 nœuds à des adresses différentes, sur des réseaux différents, des réseaux sécurisés différents, qui font que ça va être très, 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 très difficile pour François et pour Bob de savoir où se trouvent les nœuds à attaquer pour rendre aveugle Monsieur Pigeon suffisamment longtemps pour qu'il ne voit pas la préimage au moment où elle remplace sa transaction d'urgence. Je m'aperçois que je fais une vidéo qui dure 33 minutes et qui voulait expliquer tout cela simplement, et que c'est pas simple, mais j'ai fait du mieux que je pouvais, et je pense que vous avez peut-être pas tout compris pour ceux qui n'ont pas un bagage technique, peut-être assez bien compris pour ceux qui ont un bagage technique, mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que pour Monsieur Pigeon, pour Bob et pour François, c'est absolument pas trivial d'empêcher Monsieur Pigeon de se défendre, que l'attaque existe réellement, et que la solution technique pour pouvoir protéger Lightning Network de ce genre d'attaque, elle est vraiment, vraiment pas triviale. Ici, j'ai essayé de vulgariser au maximum, et donc du coup, sachez qu'il y a des moments où j'ai pas exactement dit la vérité. D'une part, parce que ma compétence dans la compréhension finale de absolument tout ce qui se passe dans Lightning Network n'est pas infinie, même si j'ai la prétention de comprendre quand même pas mal comment ça marche, mais aussi parce que quand on essaie de vulgariser, on est obligé de pas tout dire. Donc des fois, on dit des trucs qui sont à moitié vrais. Donc, pour résoudre ce problème, il faudrait un truc au niveau protocolaire
qui permettent à la transaction d'urgence de Monsieur Pigeon de ne pas pouvoir se faire pigeonner. En gros, il faudrait d'autres règles dans la même pool. Et d'autres règles dans la même pool, ça implique de changer le protocole Bitcoin lui-même. Et ça, il y a plein de gens qui sont contre. Ça va être très très long, très très compliqué, et c'est même pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc, pour l'instant, ce que Monsieur Pigeon peut faire, c'est effectivement aller scruter la même pool via des nœuds qui ne sont connus de personne à part lui, en se protégeant via le réseau Tor ou via d'autres méthodes. Certains, un nœud sur le ClearNet, un nœud sur le réseau Tor, peut-être d'autres procédés, etc. Et un nœud qui est connu de personne et dont il récupère les informations de la même pool via un VPN, tout un tas de trucs qui sont possibles en SSH, je sais pas moi, il y a tout un tas de trucs qui sont possibles, qui sont pas forcément déjà codés et qui permettraient de se protéger. Donc, si je résume la situation, personne n'a jamais été victime, donc c'est pas ultra grave. En ce moment, c'est pas tellement faisable du fait des frais. En codant, on peut rendre la situation encore plus périlleuse, encore plus complexe pour Bob et pour François. Et donc du coup, Monsieur Pigeon a largement de quoi se protéger. Bref, c'est loin d'être si grave que ce qu'on veut nous dire. Et pour effectivement corriger le problème de manière définitive, il faudrait changer les règles de la même pool. Et changer les règles de la même pool, ça implique de changer Bitcoin Core. Et changer Bitcoin Core, c'est très compliqué. Il faut une soft fork ou une hard fork ou je sais pas quoi. Bref, très compliqué. Donc, on va voir comment ça se déroule, mais on en est là. Et en tout cas, si vous voulez recevoir des paiements Lightning Network, sachez que vous ne risquez rien si vous êtes tout simplement une personne qui reçoit des paiements. Si vous voulez payer en Lightning Network, vous risquez absolument rien. Et donc, du coup, vous pouvez continuer d'utiliser le réseau Lightning Network sans vous soucier de ces détails, puisque vous n'êtes pas à risque du tout. Donc, voilà. Lightning Network, c'est encore un réseau qui est au stade de développement, si vous voulez. C'est pas quelque chose qui est aussi mature que Bitcoin, et donc du coup, il est normal de découvrir des trucs petit à petit. C'est pas étonnant, mais pour moi, ça reste quand même très très prometteur, parce que on a effectivement des transactions avec des frais quasiment infimes. Si on passe par des nœuds de routage, on a des frais infimes. Si on passe pas par des nœuds de routage et en direct, on n'a pas de frais du tout. De manière infinie, de manière quasiment instantanée, etc., etc., etc. Bref, il y a tellement d'avantages que c'est cool. Et puis en plus, il y a des développements qui pourraient rendre ça encore plus cool via les covenants, etc., etc. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le réseau Bitcoin, sur le réseau Lightning. Il y a énormément de choses qui sont en train de chauffer, en train de bouillir, et donc du coup, la vie normale d'un réseau avec du hacking, etc. on va voir ce qui se passe, et je vous tiendrai au courant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me rétribuer avec un petit abonnement, un petit like, pourquoi pas. Le partager à vos amis si ils ont envie de se prendre la tête sur les bugs à l'intérieur de Lightning Network, ou au moins regarder le début de la vidéo pour avoir la conclusion finalement. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt dans l'univers crypto.